Et gros, je me disais, toi tu penses qu'il faut séparer l'homme de l'artiste dans l'affaire Polanski? Attends, toi, tu crois vraiment que le vrai problème de l'affaire Polanski, c'est la séparation entre l'homme et l'artiste? Ouais. Il y a vraiment que les vieux porcs du cinéma français pour penser que c'est ça la question. Ah. Non, non, le vrai truc à mettre sur la table, c'est la pédocriminalité systémique, mec. Oula, qu'est-ce que t'entends par là? Bah, ça veut dire qu'on a besoin d'analyser la pédocriminalité comme un fait global. Et justement, un fait qu'on peut pas restreindre à l'affaire Polanski, en fait, ou à ces mecs-là. Ok. Les agressions sexuelles et les viols d'enfants, c'est documenté aujourd'hui dans tous les pays occidentaux, mais ce savoir, il reste chez les sociologues, chez les criminologues, il ne passe pas en tout cas la barrière des médias, on parle pas de ça. Sur le plan sociologique, les grands médias ont un très gros problème avec tout ce qui est systémique. Personne ne va faire une analyse systémique qui consisterait à dire oui, le viol, c'est le produit de notre société. Mais pourquoi là d'un coup t'as envie de parler d'un sujet aussi glauque? On n'est pas dit que Kawa TV c'était une chaîne un peu marrante? Bah, c'est un sujet glauque, mais c'est un sujet qui est surtout vachement important, d'autant qu'on le présente très peu comme un phénomène d'ampleur. À ce sujet-là, il y a le nouveau livre de Patrick Jean qui est sorti en janvier 2020 et qui nous éclaire pas mal sur la question. Patrick Jean, c'est qui? Bah, c'est un mec qui fait des documentaires sociologiques, en grande partie sur les questions de genre et sur les rapports entre les hommes et les femmes notamment. Ok, et donc lui là il s'est intéressé à la pédocriminalité? C'est ça. Bon, c'est pas le seul, hein. Tu te souviens du documentaire présenté par Élise Lucet, hein, qui s'appelait Viol d'enfant à la fin du silence, Ah ouais. diffusé sur France 2 à l'époque. Bon, ça avait glacé les studios de France Télé et l'opinion publique, c'était assez hardcore. Ouais, c'était Bresson. Ouais. Que vaut la parole d'un enfant face au système judiciaire français? Quelle est sa chance d'être entendu lorsqu'il est confronté à des actes de violence sexuelle? Toutes les conditions sont-elles réunies pour qu'il puisse se décharger de ce fardeau? Et alors il en dit quoi le patoche? Bah d'abord, il parle de la pédocriminalité comme un fait culturel en France et dans le monde. Un petit point sur les chiffres. Selon le consensus des chercheurs, il y a entre 3 et 6% des enfants de 3 à 16 ans qui ont été ou seront victimes d'un viol ou d'une tentative de viol. Waouh. Donc en gros, sur une classe de 30 élèves, t'as 2 à 3 enfants qui sont victimes de ces violences, d'où l'ampleur du phénomène. Et t'imagines bien que c'est la fourchette basse, hein, parce qu'il y a beaucoup de tabous et de traumatismes sur ces questions, évidemment. 6% des enfants, c'est très massif. Si vous prenez les enfants qui sont scolarisés en France aujourd'hui, ça fait 720 000 victimes. Et donc c'est quoi son livre? Alors ça s'appelle La Loi des Pères aux éditions du Rocher. C'est une enquête assez détaillée et assez complète sur l'aveuglement de la justice et de la société face à l'inceste, donc relations sexuelles entre personnes d'une même famille, et face à la pédocriminalité, face aux violences sexuelles exercées par des majeurs sur des mineurs. Ah mais d'ailleurs, attends, ça me fait penser, il y avait une affaire ultra locale sur Dijon là. Il y a un ancien juge des enfants qui a mis une annonce qui proposait sa fille de 12 ans sur un site libertin. Bah bravo. Ouais, ça a pas mal choqué l'opinion publique et ça a permis de l'interpeller, hein, mais ça reste encore un arbre qui cache la forêt, malheureusement. Genre un écran de fumée? Exact. Parce que quand je te dis pédocriminel comme ça, tu penses à quoi? Bah moi déjà je pense aux monstres psychopathes là, genre les Dutroux, les Émile Louis, enfin les gars qui font les gros titres dans Faites entrer l'accusé. Ce visage incarne le mal, l'horreur, le monstre. Mais le problème, c'est qu'en les rendant monstrueux, on les distingue du commun des mortels. Tu vois, on considère la pratique pédocriminelle comme une pratique extraordinaire. Il y a une espèce de mythification du pédocriminel qui laisse penser que les faits pédocriminels plus ordinaires n'existent pas ou finalement sont pas si graves que ça. On préfère voir les agressions pédocriminelles comme monstrueuses. Alors, monstrueuse, ça vient du latin, c'est celui qu'on montre. Hein. C'est quelque chose de anormal, hors société, qui est hors du corps social et qui donc n'a rien de systémique. Ah ouais, ça relativise un peu le truc. Exactement. Alors que c'est quand même quelque chose de vachement plus répandu qui se limite pas aux sombres forêts de la Marne quoi. Mais sinon tu vois, à l'inverse, dans les beaux quartiers, moi je pense aux pédostars un peu, comme Roman Polanski, Frédéric Mitterrand ou Gabriel Matzneff. Tu sais, c'est le gars qui a fait sa carrière sur des écrits pro-pédophiles là. Ah bah là, tu vois, ce cadrage là sur les pédocriminels célèbres, entre guillemets, c'est typiquement le truc qui fait aussi diversion. Attention, hein, je suis pas en train de défendre ces mecs là, mais ce que je veux dire c'est que ça nous empêche de voir l'ampleur globale des crimes sur les enfants. Parce que la pédocriminalité c'est loin d'être réservé au milieu du showbiz. Hein. La pédocriminalité, elle a pas de classe particulière, elle touche les riches, les pauvres, les vieux, les jeunes, les ruraux, les urbains, aussi bien les ouvriers que les cadres pour le coup. Mais alors si ça touche tous les secteurs, pourquoi on parle tout le temps de pédophilie dans l'église, pédophilie dans le sport, pédophilie dans le cinéma, tu vois? Si justement c'est un problème global. Bah là tu touches un point central, ouais. Toutes ces manières de médiatiser le problème pédocriminel et incestuel,
Elles permettent justement de ne pas l'appréhender comme un fait de société massif et global. Et en plus, tu peux l'écrire global ou trait d'union bal. Hein? C'est pas mal, hein? En gros, on analyse le problème en fonction des secteurs, alors que si ça a lieu partout, il n'y a plus vraiment de raison de cantonner la pédocriminalité à des milieux sociaux spécifiques. Ah ouais. Bon alors le livre de Patrick Jean, il parle de pédocriminalité, mais il s'appelle la loi des pères. C'est quoi le rapport? En fait, dans son livre, Patrick Jean, il explique la banalisation et la légitimation de la pédocriminalité par la figure patriarcale, masculine et toute puissante du père de famille. Attends, t'es en train de me dire que là, que tous les pères de famille, c'est des potentiels agresseurs? Non, pas du tout, c'est pas du tout ce que je dis. Il dit juste que derrière les mouvements masculinistes se cache le droit des pères sur le corps de leurs femmes et du coup sur le corps de leurs enfants aussi. Mais masculinisme, c'est quoi? C'est genre le féminisme pour les hommes? Ouais. Bon, en gros, face aux avancées féministes des années 60 et 70, il y a eu un retour de bâton, ce qu'on appelle un backlash du patriarcat. L'ouragan. Et tout ça, ça a donné aussi des hommes qui se sentent en danger, qui se sentent menacés, en perte de repères traditionnels, ils se sentent castrés, affaiblis par les femmes. Et concrètement, du coup, ils font quoi pour retrouver leur masculinité? Bon, déjà, globalement, ils détestent les féministes, hein. Et parfois aussi, ils poussent des Volvo entre couilles pour montrer qu'ils sont virils et qu'ils en ont dans le froc. Ça leur arrive même de grimper sur des grues pour montrer que c'est des vrais mecs. Ah ouais, ils sont graves dans la démonstration. Le cœur des hommes bat dans Malango. Et ouais, et ça plaît aux médias, les actions coup de poing comme ça. Ça, c'est du sensationnel, quitte à relayer des théories peu scientifiques à la Zemmour, quoi. Le masculinisme, c'est, et là je me réfère à des chercheuses et chercheurs comme Mélissa Blès et d'autres, c'est l'organisation d'un combat politique anti-féministe qui veut se battre contre toutes les valeurs féministes, c'est-à-dire contre l'égalité, qui refuse l'égalité. La figure du père, elle est très importante pour eux, parce qu'évidemment, la figure du père, quand je dis le père, c'est pas le papa, c'est la position politique, c'est-à-dire la position de pouvoir. Globalement, tu sais, c'est une pensée très réac, type un peu manif pour tous quand même. Mais après, ils ont peut-être aussi un peu raison, ces pères, non? Parce qu'ils ont jamais la garde de leurs enfants en cas de divorce, enfin, il y a de quoi réclamer justice aussi. Figure-toi que pas du tout. L'épouvantail du père qui est systématiquement séparé de ses enfants, statistiquement ça tient pas, hein. Bon, pour te la faire courte, lorsque le père demande une résidence chez lui et la mère une résidence alternée, le juge fixe une résidence chez le père dans 60% des cas et une résidence alternée dans 40% des cas. Ce qui signifie qu'en cas de désaccord entre les deux parties, le juge fixe 2 fois plus de résidences chez le père que dans les cas d'accord. D'ailleurs, globalement, le taux de réponse positif aux demandes des pères est de 93,4 et celui des mères de 95,9. Donc tu vois, il n'y a pas un gros décalage entre les deux et il n'y a pas de discrimination anti-père en fait. Ouais, y a pas de favoritisme. Donc en fait, l'idée de la justice anti-père, c'est une connerie. Putain, mais c'est vraiment une idéologie basée sur du vent qui manipule les chiffres, quoi. Bah tu vois, les pères en question, là, qui se font passer pour des victimes d'une justice matriarcale, etc., c'est souvent des auteurs de violences contre leurs femmes et contre leurs enfants. Des violences physiques, parfois aussi sexuelles. Du coup, ça permet de les victimiser publiquement. Alors que selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, les violences sexuelles sont quand même le fait des hommes dans 98% des cas. Waouh. D'où le lien entre masculinisme et pédocriminalité. Et alors cette forme extrême de domination masculine sur les enfants, c'est quelque chose de récent? Bah tu vas voir que non, hein. On va remonter un peu aux origines avec la notion de bonus pater familias. C'est du grec? Raté, c'est du latin. Ah. Ça vient du droit romain et ça désigne la toute-puissance du père sur l'enfant. Je suis ton père. Le corps de la femme est un outil de reproduction dont l'homme est propriétaire, puisqu'il peut l'échanger. C'est un bien mobilier. Napoléon Bonaparte disait en toutes lettres que le corps des femmes et des enfants appartiennent à l'homme, disait-il, comme l'arbre et les fruits appartiennent aux jardiniers. Et donc tout cela fait que les hommes sont propriétaires du corps des femmes. En France, jusque dans les années 70, ils peuvent violer leurs femmes. C'est pas un viol. Ils utilisent sexuellement le corps de leur femme comme bon leur semble, ils en sont propriétaires. Donc c'est très 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 récent. Et c'est la même chose pour le corps des enfants. Bon, depuis le temps, hein, ça a pas mal évolué, mais les structures patriarcales restent omniprésentes. Et cette notion-là de pater familias a été supprimée du droit civil français seulement en 2014. Waouh. Donc ça montre bien quand même la lente évolution du droit. Symboliquement, le bon père de famille dispose librement du corps de sa femme et de ses enfants. Ah ouais, il y aurait genre une permission pédocriminelle, une forme de complaisance. Un peu, ouais. Et tu vois, c'est un phénomène qui a connu un certain renouveau au 19e siècle. En gros, la figure culturelle du père, issue de l'église catholique, Bonjour mon père. Bonjour David. Comment allez-vous? Ça va. a peu à peu laissé sa place à des théories plus scientifiques, entre gros guillemets. En fait, c'était vachement lié aussi à l'église.
C'est l'époque où les médecins et les psychiatres légitiment ces pratiques. Ils criminalisent les victimes et victimisent les criminels. Ah ouais, genre, les victimes, elles l'ont quand même bien cherché. Et ça marche toujours ça, hein, ça a jamais déçu. Qui sont les femmes qui se font violer? Les aguicheuses. Ça dépend de leur tenue, je crois, vestimentaire. C'est leur façon d'aguicher peut-être les passants qui font qu'elles se font violer. Et ouais, à l'époque, t'as des médecins légistes qui légitiment médicalement le déni des agressions. En gros, ils inventent tout un tas de théories qui permettent de dire que les agressions n'existent pas. Donc t'as la théorie des faux attentats, donc là on invente des histoires d'agression. T'as aussi l'hétéro-accusation génitale, donc ça en gros, c'est la mère qui est calculatrice, manipulatrice, perfide, qui invente des violences pour écarter le père de ses enfants. Wow. Parfois aussi, on considère que les enfants victimes sont consentants, Hein? voire qu'ils sont provocateurs de leur propre agression, et que finalement, tiens-toi bien, c'est les adultes qui sont victimes de la manipulation de l'enfant. Mais quoi? Mais c'est le monde à l'envers, Ah wesh. non mais c'est exceptionnel. Les enfants n'ont pas la maturité pour tout faire. Ils ne sont pas prêts pour signer des contrats, ils ne sont pas prêts pour voter, ils ne sont pas prêts pour consentir à des trucs sexuels parce que ce sont des enfants. Donc si un adulte demande à un enfant de dire oui à des trucs sexuels, c'est interdit. L'adulte a tort et ce n'est pas la faute de l'enfant. Basique. D'autant plus quand on entend de la part de Madnev par exemple, que s'ils préfèrent les minettes de moins de 16 ans, c'est parce qu'elles sont innocentes, naïves et facilement manipulables psychologiquement. Enfin faudrait savoir quoi. J'aime bien aussi, je trouve que quand on a dans sa vie quelqu'un qui n'est pas encore durci par la vie. Et donc, je préfère avoir dans ma vie des gens qui ne sont pas encore durcis, qui sont plus gentils. Une fille très jeune est plutôt plus gentille, même si elle devient très très vite hystérique et aussi folle que quand elle sera plus âgée. Mais ça existe encore ces théories fumeuses du 19e siècle? Bah non, bien sûr, on a réussi à dépasser tout ça. Non, je rigole. Non, aujourd'hui, ça existe toujours. Par exemple, on met en avant la théorie du syndrome d'aliénation parentale, le SAP. Oula, c'est quoi ça? Syndrome d'aliénation parentale. Le type qui invente le terme, c'est un Américain, c'est Monsieur Personne. Gardner, c'est un type qui n'a jamais eu rien de publié dans aucun magazine scientifique, qui a menti sur ses titres, qui a écrit des choses mais délirantes. Il a remis au goût du jour des idées qui culturellement sont très porteuses. Et il a toujours un grand succès puisqu'en France aujourd'hui, on plaide devant la justice familiale avec cette idée du syndrome d'aliénation parentale. Oh la vache. Et qu'est-ce qu'elle dit alors cette théorie? En gros, elle dit que l'enfant serait manipulé par un de ses parents, donc dans bien des cas c'est la mère, évidemment, pour écarter son autre parent. Oh là là, je suis étonné. Et c'est une notion justement qui est fréquemment utilisée par les magistrats et mise en avant aussi par les avocats pour prendre les décisions de justice lors des affaires de pédocriminalité. En gros, on dit à la mère d'arrêter de porter plainte et d'accuser le père, parce que sinon on lui retire les gosses, et en plus on continue d'envoyer les gamins chez un père qui est probablement agresseur sexuel. Mais on est carrément dans le déni là. Mais encore aujourd'hui, t'as des médecins, des magistrats, des psychiatres qui nient en bloc ces formes de violence sur les enfants. Donc en gros le problème c'est pas les pères agresseurs, c'est les mères qui dénoncent les pères agresseurs. Bon, et à côté de ce déni là, il y a des phases de légitimation des actes pédocriminels. Les années 70 par exemple, c'est une période où on assume publiquement ses goûts sexuels pour les enfants. Tu sais, sous couvert de la libération sexuelle des années 60 et 70, clairement on assume d'être pédophile. Genre c'était un peu de bon ton de défendre les pédophiles sur la place publique. Exactement. Tu sais que ce soit chez Bernard Pivot là dans Apostrophe ou dans les grands journaux type Le Monde ou Libération là, tu sais notre fierté nationale, les tribunes pro-pédophiles se multiplient et parfois sont même signées par des grands penseurs de gauche, tu sais comme Foucault, Deleuze, Barthes, Sartre ou encore Simone de Beauvoir. Et Bourdieu il a pas signé. Ah non, Bourdieu jamais l'aurait signé ça, t'es fou quoi. Ouais, ok. D'ailleurs, pour Maznev, la vraie complémentarité sexuelle, c'est pas entre les hommes et les femmes, ou entre adultes général, que ce soit homosexuel ou hétérosexuel, mais c'est entre les adultes et les enfants. Waouh, ouais, c'est Bresson les années 70 en fait. Ouais, bon, très rapidement, la légitimation intellectuelle de la pédophilie, elle s'estompe dans les médias traditionnels. Mais le problème, c'est qu'avec l'apparition d'Internet, on retrouve un nouvel espace où les discours et les pratiques pédocriminelles peuvent se répandre. Et tout ça sous couvert d'anonymat. Hashtag le dark web. Chut, je suis sur le darknet. C'est quoi? C'est un internet parallèle où tout est permis. C'est genre la Seine-Saint-Denis du net? Ouais. Et y a des sites de rencontres? Pas vraiment. Enfin, sauf si tu veux rencontrer un enfant. Mais alors pourquoi il y a autant de non-dits et de tabous dans les affaires de violence envers les enfants? C'est fou ça. Bon, faut regarder un peu plus près le fonctionnement de la justice, tu vois. Ah, la justice, donc elle est pas toute rose. Ah bah non, tu m'étonnes. Déjà, il y a un manque de moyens global dans la justice, et ça se ressent concernant la pédocriminalité. Toi t'es en train de me dire qu'il y a un manque de moyens dans les services publics en France? Non. Ah, c'est étonnant, hein. Bah déjà, il manque de l'argent pour recruter et former des enquêteurs, que ce soit de la police ou de la gendarmerie, pour traiter ces faits de pédocriminalité.
Ensuite, même du côté des magistrats, il faudrait plus de magistrats pour alléger leur charge de travail, pour qu'ils puissent prendre plus de temps sur les dossiers, les étudier, etc., que le travail soit fait avec le temps et avec les moyens. Ah, j'avais même entendu dire qu'il fallait 20 fois plus de place en prison pour mettre les pédocriminels derrière les barreaux. C'est énorme. Eh ouais, surtout que les prisons sont vachement surpeuplées. Ouais, ok pour les manques de moyens, mais il y aurait pas aussi un manque de volonté de la part de la justice. Ah bah là, on en vient à ce qu'on appelle la priorité des parquets de justice. Tu sais, en France, les procureurs, ils sont sous l'autorité du pouvoir exécutif, donc du gouvernement, du président. Et en fait, ils servent avant tout des intérêts politiques. Et donc la pédocriminalité, pour eux, c'est pas urgent, quoi. Bah disons que c'est pas assez rentable politiquement. C'est pas la priorité des parquets de justice dans les faits. Donc, c'est pas la priorité. Les enfants, c'est pas la priorité des gouvernants. C'est pas la priorité de la justice, qui n'en a pas les moyens de toute façon. Les enfants, ça fait pas de bruit. Hein. Donc c'est pas la priorité. Et donc, effectivement, la correctionnalisation, ça permet de gagner du temps et de l'argent. Bon, en plus de ça, dans le droit français, les textes sont un peu particuliers. En fait, les textes mentionnent jamais les termes de pédocriminalité et d'inceste. On parle en revanche d'une agression sexuelle aggravée lorsqu'il s'agit d'un auteur majeur sur une victime mineure, mais rien n'est spécifiquement réservé aux actes pédocriminels. Mais normalement, dans un procès, il y a un jury populaire, non? Ça doit grave les choquer, les affaires pédocriminelles. Ils doivent être ultra sévères. Bah, le problème, c'est que ces jurés populaires, là, c'est que dans les cours d'assises. Ouais. Mais ce qu'on observe souvent dans les cas de pédocriminalité, c'est que les dossiers sont plutôt renvoyés en correctionnel. Et alors, il y a une différence? Ouais, bah d'abord, en correctionnel, t'as que 3 juges à... Corrompre? Ou à convaincre, on va dire. Du coup, c'est censé être plus facile de condamner des auteurs de violences sexuelles sur mineurs dans des dossiers qui peuvent paraître a priori un peu légers, tu vois. Par contre, en correctionnel, les infractions, c'est des délits, et c'est plus des crimes. Ça change quoi? Mais du coup, ça change la qualification. Par exemple, on va plus parler de viol, et le coupable encourt une peine qui est moindre. Ok. Et la correctionnelle, globalement, bah c'est plus rapide et ça coûte moins cher à l'État, surtout. Ah ouais, donc il y a un paquet de choses qui rentrent en compte pour expliquer l'impunité des pédocriminels. Mais attends, il y a quand même pas des raisons un peu plus obscures quand même? Bon, j'y viens. C'est vrai qu'il y a des éléments concrets qui nous font dire que le champ judiciaire est particulièrement pas clair à l'égard de la pédocriminalité. Bah déjà, en France, t'as 96% des viols qui ne sont pas connus. Hein. Donc t'as que 4% des viols qui donnent lieu à une plainte. Ok ? Ouais. Et sur ces cas-là, 6 cas sur 10 sont classés sans suite par la justice. Par contre, le problème apparaît lorsqu'on se penche sur les collaborateurs de la justice. C'est-à-dire? Alors ça rassemble des médecins, des experts psy, des travailleurs sociaux, des associations qui sont mandatées pour apporter des analyses et des expertises sur les dossiers. Et là, t'as vraiment des pratiques qui posent question, quoi. Ah ouais, genre il y aurait un paquet de gens qui font leur business sur la pédocriminalité. Exactement, que ce soit directement ou indirectement, tu vas voir. Par exemple, t'as des médecins complices ou relativistes. Et à côté de ça, t'as l'ordre des médecins qui punit professionnellement les médecins qui alertent la justice en signalant les maltraitances sexuelles sur enfants, sous prétexte de dénonciation calomnieuse. C'était le cas du docteur Bonnet qui a été interdit de faire son travail pendant 3 ans. Donc au final, pour garder ton taf, souvent, bah c'est l'autocensure qui prime. Les médecins se mettent en danger quand ils font un signalement. Pourquoi? Parce que, contrairement à ce qu'on pense, la loi ne les oblige pas formellement à faire un signalement. C'est-à-dire qu'elle les oblige à faire un signalement, mais ils sont pénalement responsables si jamais ils font un faux signalement. Mais qu'est-ce que c'est qu'un faux signalement? C'est un signalement qui ne donne pas, qui ne débouche pas sur une condamnation. Le problème, c'est qu'en France, la justice classe près de 70% des plaintes. Ça veut dire que quand un médecin de famille constate qu'il lui semble évident qu'il se passe quelque chose de grave, eh bien, il sait que à 70%, il risque d'être incriminé. Il n'y a pas des psychologues aussi qui peuvent intervenir dans ces dossiers? En gros, on mandate des experts psy qui sont spécialisés dans le syndrome d'aliénation parentale. C'est ce dont je t'ai parlé tout à l'heure là. Et parfois, ils rencontrent même pas les enfants. D'ailleurs, t'as une certaine Régine Labeur qui a fait passer plus de 400 expertises, ce qui représente environ 90 000 € qu'elle a encaissé, alors qu'elle a aucune formation en psychologie et qu'elle a même pas le bac. C'est incroyable. Et en tout cas, c'est hyper lucratif pour certains. Genre c'est un secteur qui connaît pas la crise. Ah bah très concrètement non. Dans le rapport sur l'état de la menace liée au numérique en 2019, on apprend que la pédocriminalité continue de croître de ouf. La pédopornographie ou les snuff movies là, tu sais les films avec des actes de torture et de barbarie, ça marche hyper bien sur le web. Pouah, dégueulasse, il doit y avoir toute une industrie de la pédopornographie en fait. Eh ouais, il y a un témoignage d'un informaticien anonyme qui avait travaillé pour le compte de sites pédocriminels. Lui, il affirme qu'en 2001, certains sites enregistraient déjà 15 millions de visiteurs par mois. Wow. Donc t'imagines 20 ans plus tard. Bon, au Japon, il y a une entreprise qui fabrique même des enfants poupées gonflables. Ça va jusqu'aux 5 ans, t'imagines? Mais derrière les réseaux, il y a du bif de ouf.
L'affaire des CD-ROM de Zandvoort par exemple, ça illustre très bien le business qu'il y a derrière la revente d'images pédopornographiques. Alors quand on dit un réseau, il faut bien s'entendre, c'est pas des gens qui se connaissent et qui complotent, c'est simplement des gens qui ne se connaissent absolument pas, mais qui échangent des fichiers à travers le monde avec des inconnus qui ont des pseudonymes. On sait que pour entrer dans certains réseaux d'échange, il faut fournir des nouvelles images. Et donc certains vont fournir des images de leurs propres enfants. Mais c'est quand même tout chelou cette histoire. Parce que moi, quand j'avais essayé de faire des recherches sur la pédophilie, j'étais tombé sur plein de sites chelous là sur internet, ça parlait des francs-maçons, des satanistes, tout ça. Effectivement, ça pose le problème de cadrer uniquement par ce prisme. Parce que la majorité des actes pédocriminels a pas lieu dans des réseaux, et tous les réseaux existants ne sont pas forcément satanistes. Bon alors pourquoi ils en font tout un fromage? Bah parce que ça fait du clic, poteau, hein. C'est toujours pareil, ça fait de la vue, ça fait du buzz, ça attise les théories du complot en tout genre, puis à côté de ça, c'est un cadrage qui invisibilise la question du masculinisme, encore une fois. Ah bah ouais, forcément, mais c'est pas aussi un peu leur fond de commerce, le masculinisme? Bah oui, par exemple, les idées soraliennes, pour prendre que lui, elles vont pas taper sur les masculins alors qu'elles défendent des pensées virilistes qui dénoncent la féminisation de la société et qui pissent globalement sur les féministes, tu vois. On a un énorme problème avec ça et il faut le résoudre très vite. Il faut bien se dire, ça c'est une chose très importante, c'est que se dire, oui, bon, on ne pourra pas le faire, ça va coûter trop cher. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'à moyen terme, ça coûte beaucoup plus cher. Parce que ces victimes d'agressions sexuelles et de viols pendant l'enfance, on va les retrouver de manière surreprésentée dans les hôpitaux psychiatriques, dans le suicide, dans la consommation de stupéfiants, dans l'alcoolisme, dans la violence. Le coût social, il est gigantesque. Donc, je ne dis pas que c'est ça le moteur, hein, mais en tout cas, le coût ne devrait pas être un moteur pour ne rien faire, puisque de toute façon, ça va coûter encore plus cher.